Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Orange mécanique. Il s'agit d'un roman de science-fiction d'Anthony Burgess, publié en 1962. Alex et ses trois droogs, Pierrot, Joe et Momo, sont au Korova Milk Bar, qui, à défaut d'avoir la licence pour vendre de l'alcool, mélange avec son lait certaines vélocettes. À ses droogs, Alex pose plusieurs fois la même question, qui est « Bon, alors ça sera quoi, hein ?» Il n'obtient pas de réponse, et Alex décide qu'ils vont sortir. Il rencontre un homme portant des livres et sortant de la bibliothèque. Ils disent que ce sont des livres cochons, déchirent les livres, choque cet homme et le déshabille à moitié avant de le laisser partir. Ils se rendent ensuite au Duc de New York, où des vieilles femmes ont peur d'eux. Les garçons leur paient de la boisson et de quoi manger. Ils s'en vont. Ils mettent leur masque et ils entrent dans un magasin qui vend des cigarettes. Ils commettent un craste envers une femme et un homme pour leur prendre leur caisse. Les droogs reviennent au Duc de New York. Ils n'ont pas été absents plus de 10 minutes. Les garçons redonnent une tournée aux vieilles dames. Quand les miliciens arrivent et interrogent les personnes présentes sur le craste qui vient de se dérouler, les vieilles dames répondent que les 4 garçons sont restés avec elles toute la soirée. De nouveau dehors, les 4 droogs rencontrent un vieil homme saoul. Momo commence à le châtaigner. Le vieil homme voudrait qu'on le tue car il ne supporte plus ce monde où les jeunes sont violents envers les plus âgés. Tous les 4 se mettent à le tolchoquer. La bande rencontre ensuite Willy avec ses 5 droogs. Il s'agit d'une bande rivale. Ils se drastent ensemble et la bande d'Alex a le dessus, mais ils s'arrêtent quand ils entendent les miliciens arriver. Devant un cinéma, les droogs volent une voiture. Ils se rendent à la campagne et ils arrivent à une maison appelée Mon Refuge. Alex frappe à la porte. Une femme ouvre et Alex fait croire qu'il a besoin du téléphone pour un de ses amis qui a eu un malaise. La femme répond qu'il n'y a pas de téléphone. Cependant, quand Alex demande un verre d'eau pour son ami, elle va le chercher. Les 4 droogs mettent leur masque et ils arrivent à entrer dans la maison. Alex se moque du livre qu'est en train d'écrire l'écrivain de cette maison. Le titre est « L'Orange mécanique ». Alex le lit, puis le déchire. Momo tolchoque l'homme. Joe et Pierrot reviennent de la cuisine avec de la nourriture. Alex leur demande de tenir l'écrivain tandis que la femme est tolchoquée et les 4 droogs commettent sur elle de l'ultraviolence. Les 4 garçons s'en vont et ils coulent la voiture dans le canal. Ensuite, ils retournent au Korova Milk Bar. Une femme chantonne un air d'opéra qu'Alex apprécie. Momo se moque, ce qui énerve Alex, qui l'insulte et le châtaigne. Momo le lui reproche. Ils veulent se draster, mais Pierrot les en empêche. Alex leur dit la nécessité d'un chef. Momo propose qu'ils rentrent tous à leur maison. Tout le monde repart de son côté. Alex repart chez ses parents qui habitent une HLM. Après avoir mangé, Alex se rend dans sa chambre et il écoute de la musique. Les parents, pour ne pas entendre le bruit, ont pris des somnifères. La musique classique provoque une extase à Alex qui en jouit. Le lendemain, Alex décide de ne pas aller à l'école et il se fait passer pour malade. Ses parents partent travailler. L'un va à la teinturerie, tandis que l'autre va remplir les rayons d'un magasin. Alex s'endort et il rêve. Il est réveillé par Deltoid, qui est son conseiller post-correctionnel. Il lui dit qu'à la prochaine bêtise, il ne retournera pas à l'école de redressement, mais qu'il ira en prison. Ce qui sera un mauvais point, non pas pour Alex, mais pour lui. Certaines histoires ont été remontées à Deltoid, car un membre de la bande à Willy a donné son nom. Alex déjeune et il va chercher un disque au magasin de disques. Il y trouve la 9e symphonie de Beethoven. Dans ce magasin, Alex y trouve 2 filles qui ont environ 10 ans. Il veut les emmener chez lui pour leur faire écouter son nouveau disque. Cependant, elles veulent d'abord manger et Alex leur paie un repas. Une fois dans l'appartement, Alex les fait boire et il prend de la vélocette. Après avoir mis son nouveau disque, il leur saute dessus. Quand les effets de l'alcool partent, les jeunes filles se rendent compte de ce qu'il s'est passé et elles s'en vont. Alex s'endort. Alex est réveillé assez tardivement par ses parents. Pour justifier sa sortie nocturne, Alex fait croire à son père qu'il part travailler pour gagner un peu d'argent. Son père s'inquiète pour son fils, surtout qu'il a fait un rêve inquiétant le concernant.
Alex lui rappelle qu'il ne lui demande jamais d'argent et il lui passe de l'argent pour que son père et sa mère puissent boire un verre dans un bar. Quand Alex descend de son immeuble, il retrouve ses drogues. Alex les sent moqueurs à son égard. Il comprend qu'ils n'ont pas aimé qu'il s'impose comme chef. Ces drogues voudraient plus de démocratie. Ils ont une offre de Bill l'Anglais qui leur propose un travail moins dangereux et plus rémunérateur. Il s'agit du vol de diamants et de joncailles. Quand Joe dit qu'ils feront un grand coup ce soir, Alex sent qu'il est en train de perdre sa place de chef. Une voiture arrive avec une musique de Beethoven. Alex sort son coupe-chou et il se draste avec Joe. Il se draste aussi avec Momo. Il les a amochés tous les deux. Il prend soin de la plaie de Momo. Ils se rendent au Duc de New York, où ils rencontrent les vieilles dames qui ont encore le droit à une tournée. Elles assurent qu'elles vont les protéger. Momo en veut toujours à Alex à cause de la draste qu'il a perdue. Alex écoute le plan de Joe. D'après Bill l'Anglais, il y a un manoir où vit une femme âgée avec ses chats et qui a chez elle des objets de valeur. Les 4 drogues se rendent à ce manoir. Pour que la vieille dame lui ouvre la porte, Alex fait encore croire qu'il a besoin de téléphoner car son ami est malade. La vieille femme ne veut pas ouvrir car elle pense qu'il s'agit d'un vendeur en porte-à-porte. Alex propose à ses amis de passer par la fenêtre, de neutraliser la vieille dame et de leur ouvrir ensuite la porte. Alex parvient à entrer dans la maison et il va voir la vieille dame. Tout ne se passe pas comme prévu. Alex trébuche sur une soucoupe de lait. Il tombe. Il se fait taper par la vieille dame et il se fait attaquer par les chats. Alex parvient à avoir le dessus en assommant la vieille dame avec le buste de Beethoven. Alex entend la sirène de la police. Quand il parvient à ouvrir la porte, il voit Joe et Pierrot qui sont en train de se sauver. Momo, qui lui en veut pour la draste, lui balance sa chaîne sur les yeux. Momo veut qu'Alex aille se faire prendre. Les miliciens viennent le cueillir et l'embarquent. Ils semblent le connaître, se moquent de lui et s'en prennent à lui. Alex est emmené dans une salle. Il dit qu'il veut parler qu'en présence de son avocat. Il est de nouveau choqué. Deltoïde vient et il lui dit qu'il va le représenter au tribunal le lendemain. Un milicien propose à Deltoïde de châtaigner Alex, mais il refuse et, à la place, il lui crache dessus. Alex décide de tout balancer pour que ses amis paient eux aussi le prix. Alex est ensuite mis dans une cellule remplie de beaucoup de gens dont beaucoup sont saouls. Alex rêve de Beethoven. Il est réveillé par un milicien. On lui apprend que la vieille dame est morte, ce qui signifie qu'il ira en prison alors qu'il n'a pas encore passé 15 ans. Alex est condamné à 14 jours de prison par un tribunal. Il est envoyé à la Preta, autrement dit prison d'État, qui a le numéro 84F. Alex perd son nom et il devient le matricule 6 655 321. Ses 2 premières années sont difficiles. Il doit vivre entre les matons violents, les détenus pervers et son travail de fabrication d'allumettes qui ne lui plaît pas. Il apprend que Joe est mort lors d'un cambriolage, abandonné lui aussi par les autres drogues. Alex obtient un nouveau travail. Il doit faire marcher la stéréo dans une des chapelles de la prison. Il prend son pied avec la musique classique et la lecture des moments atroces de la Bible. L'aumônier lui demande des informations sur les futurs coups des détenus afin de briller devant le directeur et pour monter les échelons. Alex lui parle d'un traitement dont il a entendu parler qui permet de sortir plus vite de la prison et de ne pas y revenir. L'aumônier lui apprend qu'il s'agit de la méthode Ludovico, qu'elle est encore au stade expérimental et qu'elle n'a jamais été testée dans cette prison. Il semble ne pas aimer cette méthode, car selon lui, l'homme doit choisir le bien et non être forcé à faire le bien. Le choix est pour lui le fondement de l'humanité. Alex retourne dans sa cellule qui a été prévue pour 3 prisonniers, mais qui en contient 6. Ses co-détenus sont tous des criminels, mais il le laisse en paix. Un nouveau détenu arrive. Ce nouveau a envie de faire du dedans dehors avec Alex. Les autres détenus prennent la défense d'Alex et tous les 6 se mettent à choquer le nouvel arrivant. Alex rêve qu'il fait partie d'un orchestre dirigé par Ludwig van Gf. Le lendemain matin, Alex se rend compte que le nouveau prisonnier est mort d'une crise cardiaque. Ses co-détenus lui rejettent la faute car c'est Alex qui lui a donné le dernier coup. Un homme et le directeur viennent dans la cellule d'Alex. Ils parlent d'une méthode qui permettrait d'éradiquer la criminalité. Alex serait le premier à tester cette méthode. Alex est amené auprès du directeur. Il lui dit que l'homme qu'il a vu est le ministre de l'Intérieur.
Demain, Alex sera amené au docteur Brodsky et il sera de nouveau libre d'ici 2 semaines. Alex est ensuite conduit auprès de l'aumônier. Ce dernier le met en garde contre cette méthode, car l'homme doit choisir d'être bon, et car être forcé d'être bon peut poser des problèmes. Le lendemain, Alex est conduit dans un nouveau bâtiment et il y rencontre le docteur Branham et le docteur Brodsky. Un médecin explique à Alex la méthode. Le patient devra regarder des films et il aura une seringue après chaque repas. Alex s'imagine rejoindre ses amis dans peu de temps et recommencer sa vie d'avant. Alex reçoit de la très bonne nourriture et on lui injecte sa piqûre qu'il pense être des vitamines mais qui étrangement l'affaiblit. Il est conduit en fauteuil roulant jusqu'à un écran. Il est installé sur un fauteuil, il est attaché et des pinces maintiennent ses yeux ouverts. On lui montre des films de Paffry. Au fur et à mesure de la séance, les Paffry le dégoûtent, mais il est obligé de regarder les images. Il semble devenir malade. Il demande à arrêter l'expérience, mais elle continue tout de même. La séance du premier jour est finie et il est ramené à son lit. Les médecins sont très contents des résultats prometteurs. Tout se déroule comme il se doit. Quand un homme l'interroge sur ce qu'il fera une fois libre, Alex dit qu'il retournera vivre chez ses parents. Quand on l'interroge sur un métier qu'il pourrait faire, Alex pense à reprendre ses vols, mais il n'en dit rien. Quand cet homme lui demande de le tolchoquer, Alex tente de le faire, mais il se sent mal. La nuit, il cauchemarde des extraits de films. Il se réveille et il pense à s'enfuir, mais tout est fermé dans sa chambre. Le lendemain, Alex subit 2 nouvelles séances le matin et l'après-midi, qui sont très semblables à ce qu'il a connu la veille, mais avec des images moins dures. Alex proteste quand les médecins mettent la musique de Beethoven avec les images de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, Alex en devient vraiment malade. Le docteur Branham pense se servir de la musique comme châtiment. Le traitement se fait par association. En donnant le sentiment à Alex d'être malade en regardant de la Paffry, il ne devrait plus en commettre. Alex comprend que son malaise provient de la piqûre. Il est en colère contre les médecins, mais il décide de leur faire croire qu'il a compris que la Paffry, c'est mal, afin de leur échapper. Cependant, le traitement doit continuer, car il faut qu'Alex réagisse davantage à la Paffry et puisse se passer des piqûres. Il semble à Alex que 14 ans de prison n'étaient rien à côté de ses 15 jours de traitement. Au moment de la piqûre, Alex ne se laisse pas faire, mais on le tient pour le forcer à prendre son traitement. Les films continuent et Alex n'a aucun moyen d'y échapper. Il essaie de s'assommer en cognant sa tête contre un mur, mais comme maintenant il rejette la Paffry, il ne peut plus se faire de mal. Un jour, on l'envoie regarder les films sans piqûre. Il se sent malade et il pleure. Il pense à se tirer de là. Il fait croire qu'il a une crise d'appendicite. Un gardien entre dans sa chambre. Alex veut l'assommer, mais le simple fait de penser à la Paffry le fait sentir malade et sa tentative échoue. C'est le dernier jour du traitement d'Alex et il doit passer un test. Dans la salle se trouve le personnel important de la prison et le ministre de l'Intérieur. Alex se fait attaquer légèrement par quelqu'un. Alex ne peut pas se défendre et il pleure. Il utilise toutes sortes de bassesses pour le faire arrêter. Quand on présente à Alex une jolie jeune fille, il est pris de nausée quand il pense à lui faire du dedans dehors. Il ne peut être qu'amoureux sans arrière-pensée. Pour les médecins, le traitement a été un succès. Alex sort de prison. Il se rend dans un endroit pour y manger quelque chose. En ouvrant le journal, il apprend que des élections vont bientôt se dérouler. Le gouvernement actuel se glorifie de la hausse de la sécurité. Alex voit une photo de lui-même. Il est le premier succès de cette méthode qui va éradiquer la criminalité. Alex a l'intention de rentrer chez ses parents, de se reposer et de chercher ensuite du travail. Quand il rentre chez lui, ses parents pensent qu'il s'est évadé. Dans l'appartement se trouve une 3e personne qui s'appelle Jojo. C'est un pensionnaire que les parents ont adopté et qui a pris la chambre d'Alex. Alex se rend compte qu'il n'a plus ses affaires car elles ont été vendues pour indemniser les victimes, autrement dit pour nourrir les chats de la vieille dame. Pour Jojo, qui rappelle le comportement passé du fils, ça serait à Alex de se trouver une chambre et non à lui de partir. Alex s'en va. Il se rend à la boutique de disques. Il demande à écouter la 40e de Mozart, mais on lui passe la mauvaise musique. Il se sauve au courant car il est pris de nausée. Il se rend ensuite au Kurova Milk Bar.
Il boit son double lait gonflé et il a des hallucinations. Il voit Dieu et des anges qui semblent lui interdire l'accès au paradis. Quand les effets s'estompent, il a envie de lâcher la rampe, ce qui est pour lui le seul moyen de mettre fin à ses souffrances. L'idée de lâcher la rampe avec son coupe-chou est trop brutale et le fait de nouveau se sentir mal. Il pense à en finir de manière plus douce. Il se rend à la bibliothèque publique pour apprendre comment s'y prendre. La lecture d'un livre de médecine et de la Bible lui donne ce sentiment d'être malade. Il pense à avaler beaucoup d'aspirine pour arriver à ses fins. La personne qui l'avait agressé 2 ans plus tôt devant la bibliothèque se souvient de lui. Alex se fait choquer par toutes les personnes âgées de la bibliothèque. La police, appelée par quelqu'un, arrive et met fin à la bitva. Il y a parmi les agents Willy et Momo. Il l'emmène en voiture à la campagne, il le choque et il le laisse sur place. Alex marche et il se rend à une maison appelée Mon Refuge. Il demande de l'aide et un homme l'accueille chez lui. Alex se souvient trop tard qu'il a choqué cet homme. Ce dernier ne semble pas le reconnaître car Alex l'a attaqué masqué. Cet homme est très serviable avec lui. Il a reconnu Alex sur la photo dans le journal qui parlait du traitement qu'il a subi. Il veut qu'Alex lui raconte son histoire. Alex évite de raconter des choses qui pourraient permettre à cet homme de le reconnaître. L'homme le plaint d'avoir connu un tel sort avec la machine car maintenant il n'a plus le choix et il doit faire le bien. Il le voit comme une victime des temps modernes. Il veut que des personnes viennent voir Alex pour renverser le gouvernement. Alex apprend que la femme de cet homme a lâché la rampe après avoir été choquée et avoir connu l'ultraviolence. Le lendemain, Alex trouve le livre L'Orange mécanique. Il apprend le nom de l'auteur qui est F. Alexander. Quand Alexander dit qu'il a téléphoné à des personnes, Alex fait une erreur en disant qu'il croyait qu'il n'avait pas de téléphone chez lui. Alexander veut toujours qu'Alex serve de témoignage contre le gouvernement. Il lui a écrit un article qu'Alex a juste à signer. 3 personnes viennent à la maison voir Alex. Il s'agit de Da Silva, Rubinstein et de Dolin. Ils veulent qu'Alex passe dans des meetings publics. Alexander reconnaît la façon de parler vulgaire d'Alex qu'il a déjà entendu quelque part. Alex demande ce que pourrait lui rapporter ce qu'on lui demande de faire. On lui répond qu'il aura une récompense plus tard. Alex demande à redevenir comme avant. La manière dont ces gens le traitent le dérange et Alex ne se gêne pas pour leur dire. Sans le faire exprès, il parle de Momo. Alex veut s'en aller, mais ces gens l'en empêchent. Incapable de se défendre, Alex accepte de les suivre pour au moins quitter le refuge et Alexander qui commence à comprendre qui il est. Les 3 hommes l'emmènent dans une HLM qui est le nouveau foyer d'Alex. Quand Dolin le questionne sur son méfait chez Alexander, Alex reste vague. Le voisin d'Alex met de la musique classique. Alex entend la musique, ce qui le fait souffrir. Il veut sortir, mais son appartement a été fermé à clé. Il décide de lâcher la rampe en se défenestrant. Alex ne parvient pas à lâcher la rampe, mais il se blesse sévèrement. Il est mené à l'hôpital où il lui semble voir l'aumônier qui serait parti de prison car il était contre ce nouveau traitement. Quand Alex se réveille, il voit Da Silva, Rubinstein et Dolin. Ils lui disent qu'en voulant lâcher la rampe, Alex a supprimé les chances du gouvernement de se faire réélire. Ses parents viennent le voir, honteux de l'avoir mis dehors. Alex apprend que Jojo a été frappé par la police après n'avoir pas voulu bouger. Il est maintenant reparti dans sa région natale. Alex peut réintégrer sa chambre. Énervé par les pleurs de sa mère, Alex lui parle mal et il ne se sent pas malade. Quand Alex demande ce qu'on a fait à son cerveau, l'infirmière reste vague. Quand 2 médecins viennent lui montrer des images, son envie de pafferie transparaît. Alex est guéri. Le ministre de l'Intérieur vient le voir. Alex apprend que c'est le gouvernement qui l'a remis dans cet état. Le ministre se plaint des personnes qui se sont servies de lui à des fins politiques, comme cet Alexander. Ce dernier a voulu le tuer et le gouvernement l'a écarté. Une stéréo lui est offerte. Alex choisit d'écouter la 9e. La musique ne le rend plus malade. Il signe un papier sans le regarder. Il est heureux d'avoir retrouvé son état originel. La date de l'action est difficile à estimer. Le livre a été publié en 1962. Dans le texte, nous savons que le premier homme qu'Alex et ses drogues agressent a sur lui des lettres dont certaines datent d'aussi loin que 1960. La mode est assez spéciale.
ce qui signifierait que l'action se passe dans le futur. Le vieil homme saoul fait référence aux hommes envoyés sur la Lune. La voiture est une voiture Durango 95, ce qui signifie que l'action se passe dans le futur, mais dans un futur pas trop éloigné. Le lieu est impossible à situer. La société est composée d'éléments soviétiques et capitalistes. Pour le côté soviétique, nous avons de nombreux mots qu'utilise Alex qui sont russes ou ont des racines russes telles que droug, kot, slouché. Le nadsat est le nom de l'argot anglo-russe. Il y a le nom du Kourova Milk Bar qui est d'ailleurs composé d'un mot russe et d'un mot anglais. Il y a également le fait que le travail soit autant magnifié, comme le témoigne la fresque à l'entrée de l'immeuble d'Alex. Il y a également l'idée d'un pays qui sait tout sur tout le monde. Par exemple, il y a de nombreux policiers qui semblent connaître le prénom d'Alex et connaissent aussi ses drogues. Pour le côté capitaliste, nous avons la très forte médiatisation du cas Alex. Nous avons des gens scotchés à leur télé, qui est un outil de maintien de l'ordre. Nous avons le matérialisme et nous avons également le nom de l'établissement qui est le Duc de New York. Face aux idées soviétiques et capitalistiques, nous avons quelques timides idées de démocratie. Les drogues le suggèrent après qu'Alex ait frappé Momo. C'est également l'idée qu'Alex rejette, car pour lui, la présence d'un chef est nécessaire. Alex semble appartenir ni à l'un ni à l'autre. Nous voyons qu'Alex est quelqu'un à part. Il ne regarde jamais la télé. Il n'est pas touché par le matérialisme. Il vole alors qu'il a déjà de l'argent plein les poches. Il donne son argent aux vieilles dames. Il a tout ce qu'il faut quand il le veut grâce au vol. Il abandonne même le produit de ses vols lorsqu'il fait couler la voiture. Alex a un langage particulier. Il se fait comprendre de ses pairs, mais pas des autres. Cependant, c'est un signe distinctif. Alexander le reconnaît entre autres à cause de son langage. Les mots du nadsat semblent remplacer des mots ou des faits à connotation forte. La connotation peut être positive, par exemple avec les verbes sloucher, droug, drinker, lollipop, etc. Mais la connotation peut être aussi négative. Ainsi, le sang devient krovi, frapper devient tolchoké, le couteau devient notz. Les parties du corps qui sont touchées sont souvent appelées en nadsat. Même si Alex semble être intégré à la jeunesse, il paraît tout de même séparé des autres. Ainsi, Alex critique la tenue, le comportement et les goûts musicaux des autres jeunes. Au fil de la première nuit, les actes de la bande d'Alex deviennent de plus en plus sadiques. Il y a tout d'abord la bitva, de l'homme sortant de la bibliothèque. Il y a ensuite le krast dans le magasin de cigarettes. Il y a aussi la bitva avec le vieil alcoolique, la rixe entre les deux bandes rivales, et la bitva et l'ultraviolence à Montrefuge. Les répercussions ne sont signalées qu'à la va-vite plus tard dans le texte, ou pas du tout. Ainsi, pour le vol dans le magasin de cigarettes, nous avons plus tard vol et voie de fait, double hospitalisation. Pour la rixe, nous avons les mots « Un ami d'un certain bon gros a été emmené en ambulance ». Pour la bitva et l'ultraviolence, nous avons plus tard « Elle est morte, voyez-vous ». Alex semble peu intéressé par le sort des victimes. Le destin de ces dernières semble être décorrélé avec ses actions. La seule chose qui semble l'embêter, c'est d'être pris. Ainsi, quand il entend que les messiens arrivent, il se sauve. La seule fois où il ne le peut pas, c'est car Momo lui a mis un coup de chaîne dans les yeux. Alex veut toujours dominer. Il est le chef de sa bande de drogues et il ne supporte pas que quelqu'un prenne sa place ou annule sa place. Alex paraît être aussi le parent de ses parents. C'est lui qui leur a appris comment se comporter lorsqu'il écoute de la musique. Il leur donne de l'argent. À la fin, c'est lui qui veut décider si oui ou non il va revenir à la maison. Le lecteur ne suit les méfaits d'Alex que durant 2 nuits. La seconde nuit contient sa bagarre avec sa propre bande, ainsi que la tentative de vol chez la dame au chat. Les plaies causées à son propre gang ont l'air d'avoir peu d'importance pour Alex. Dans la journée même, il demande si les autres drogues sont d'accord pour passer l'éponge. Alex ressent de l'extase quand il commet de la pafferie sur autrui, mais il se plaint quand ce sont les autres qui la lui font. La pafferie n'est pas une nécessité, mais c'est un besoin pour lui. La pafferie d'Alex ne date pas d'hier, comme l'attestent les fanions du camp de redressement dans lequel Alex a été lorsqu'il avait 11 ans. Pour lui, le simple fait de ne pas faire trépasser ses victimes enlève la gravité de ses actes. De lui, nous avons la phrase « mais il n'en mourrait pas ». Alex enlève la vie à 2 personnes, mais ce n'est jamais volontairement. Il enlève la vie à la vieille dame au chat en lui donnant un coup qui aurait pu ne pas être mortel.
Il enlève la vie au nouveau prisonnier en lui donnant un dernier coup qui aurait pu aussi ne pas être mortel. La première mort a provoqué sa mise en prison et l'autre sa libération. Quand il fait des pâfferes, Alex semble alors entrer dans un autre monde, comme pourrait le faire l'alcool ou la vélocette. Par ailleurs, une fois démuni de la pâfferie et une fois relâché de prison, Alex prend de la vélocette pour échapper à son état. La musique le fait aussi entrer dans une sorte d'extase. À cause de la musique, Alex peut devenir plus brutal. Il l'est avec les 2 fillettes qu'il a amenées chez lui. Il est lors de la bitva avec sa propre bande. Il peut paraître contradictoire qu'un être qui exerce gratuitement de la pâfferie sur autrui aime la musique classique. Alex n'a aucune éthique, mais il a un sens de l'esthétisme. L'éthique et l'esthétisme peuvent ne pas être en contradiction. Alex est capable de paraître sympathique. Par exemple, il y a quand il demande une tasse d'eau à la femme du refuge ou lorsqu'il fait une demande similaire à la vieille dame au chat. Alex ne s'intéresse qu'à l'instant T et non aux conséquences. Il signe le papier à la prison car il voit que cela le fera sortir plus vite de prison et lui permettra de ne plus y retourner. Mais il ne fait pas attention à ce qu'il s'y passe et aux conséquences à plus long terme. La pâfferie d'Alex semble inadmissible. Pourtant, celle des policiers l'est aussi. Quand Deltoid arrive, qu'après Alex se soit fait prendre par les miliciens, il remarque le mauvais état d'Alex. Un milicien répond alors « La violence récolte la violence ». Si le milicien a besoin de justifier sa violence, c'est bien qu'elle n'est pas normale. La police est inefficace. Elle intervient sur les lieux longtemps après la bitva. Malgré sa présence, les pâfferes ne font qu'augmenter en nombre et en degrés. Avec un tel niveau d'inefficacité, c'est à se demander si la police ne fait pas exprès de laisser la pâfferie dehors la nuit pour que les travailleurs, au lieu de se rassembler, soient tous cloîtrés chez eux à regarder la télévision. Les policiers et médecins sont heureux de la douleur d'Alex et ils se moquent de lui. Alex n'agissait pas ainsi avec ses victimes. Alex paraît étrangement loin de la religion catholique à cause de ses actions, mais en même temps proche. Dieu a donné à l'homme la possibilité de faire le bien ou le mal. L'homme n'a plus qu'à choisir. Alex est pour cette liberté. Cela le rend plus humain. Cela rend plus humain également le prêtre, mais plus inhumain les politiques, les policiers et les médecins. Le comportement des médecins peut être mis en parallèle avec celui des policiers. Les médecins rient de l'incapacité d'Alex à se défendre, et les policiers rient de lui quand il est devenu un temps aveugle et qu'il ne pouvait plus se défendre. Les médecins, les politiques et les policiers appliquent des mécanismes rouillés, mais qu'ils continuent cependant à appliquer. Par exemple, Deltoid dit la phrase « Qu'est-ce qui vous prend à tous ?» On a beau se pencher sur le problème, et bon Dieu, voilà près d'un siècle qu'on s'y emploie. Oui, pas moyen de progresser d'un iota. Nous avons un mécanisme qui ne fonctionne pas et qui est appliqué à l'homme. Cependant, c'est l'homme qui est rendu responsable de son échec. Alex a des parents aimants, il est intelligent, il n'est pas dans une extrême pauvreté, il ne connaît pas de mauvais traitements de la part de ses parents. Alex échappe donc à la compréhension des personnes comme Deltoid. Alex n'est peut-être pas si intelligent que Deltoid le dit. En effet, Alex a une bonne mémoire. Il se rappelle les faits tels qu'ils étaient 2 ans auparavant. Il se souvient de la phrase écrite dans l'orange mécanique, mais il signe des papiers sans les lire. Et il met un temps pour comprendre le lien qu'il y a entre la piqûre et son dégoût pour la pâfferie. Alex a une sorte d'attirance-répulsion envers les livres. Il les déchire, il se moque. Mais dans la maison Mon Refuge, il ne peut pas s'empêcher de s'intéresser à l'orange mécanique par 2 fois. Si Alex est mauvais, c'est car il l'a choisi. C'est une brutalité sans cause, chose que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, car trop étriqués dans leurs études de relations de cause à effet. La répétition de la phrase « bon, alors ça sera quoi, hein ?» est importante. Dans la première partie, c'est Alex qui la pose à ses drogues car elle s'ennuie et qu'il faut chercher quelque chose à faire. Dans la seconde partie, la phrase est prononcée par l'aumônier qui parle aux prisonniers et qui voudrait qu'ils arrêtent leur aller-retour en prison et écoutent la parole divine. Dans la troisième partie, c'est Alex qui se pose la question à lui-même. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire après sa sortie de prison. Dans la première partie, Alex est intégré dans un groupe. Dans la seconde, Alex est privé de parole. Il n'est plus lui-même, mais seulement un matricule. Dans la troisième partie, Alex reprend sa parole, mais il n'a plus personne à qui poser sa question. Il est esseulé.
Nous avons une première vision du gouvernement lors de la visite du Premier ministre en prison. Il y a alors le besoin de balayer la prison. Ceci signifie qu'il y a un besoin de remettre des individus dangereux dehors, mais aussi un besoin de faire de la place pour de nouveaux arrivants. On peut penser que le gouvernement est en passe de devenir plus répressif vis-à-vis des critiques et de l'opposition, ce qui augmentera la dissidence politique qu'il faudra canaliser dans une prison. La méthode Ludovico fonctionne sur Alex, mais cette méthode fonctionne aussi comme un moyen répressif sur la société. Ainsi, quand Alex rentre chez lui, son immeuble n'est plus détérioré. La méthode Ludovico n'enlève pas que la pafferie, mais aussi le dedans-dehors, lui influant un amour qui n'a plus été vu depuis le Moyen-Âge. Il s'agit de l'amour courtois. Cependant, cette sorte d'amour n'existe plus dans son temps. La méthode Ludovico lui inspire aussi le dégoût de la musique. Alex devient alors une orange mécanique. Il possède un corps, mais il a été technologiquement conditionné à se comporter de telle manière. Il est comme mécanisé. Il est conscient de ce qu'il voudrait faire, mais il ne peut pas le faire. Il est impuissant à changer sa situation. Le titre « L'orange mécanique » vient d'une vieille expression cockney qui devient en français « il est bizarre comme une orange mécanique », c'est-à-dire qu'il est très étrange ou inhabituel. Après être moqué des policiers et des médecins, Alex est dans une troisième partie moqué du monde extérieur. Il est aussi la victime de ses propres victimes qui n'ont que faire de l'absolution des fautes d'Alex grâce à la prison. La scène de la bibliothèque présente une symétrie. Ainsi, dans la première partie, Alex était en dehors de la bibliothèque. Maintenant, il est à l'intérieur. Dans la première partie, Jack était seul. Maintenant, c'est Alex qui est seul. Dans la première partie, Alex et ses drogues étaient en groupe. Maintenant, ce sont les vieilles personnes qui sont en groupe. Dans la première partie, Alex montrait son désintérêt des livres. Maintenant, il montre plutôt de l'intérêt. Dans la première partie, c'étaient les jeunes qui étaient les bourreaux. Maintenant, ce sont les vieilles personnes. Un des échappatoires d'Alex est la vélocette. Cependant, quand il en prend, les anges et Dieu ne l'acceptent plus au paradis. Ceci fait écho au dire de l'aumônier qui disait que maintenant Alex est en dehors du pouvoir de la prière. Les hommes d'Alexander le voient également comme une machine, un moyen de faire passer leurs idées, et ils lui enlèvent aussi toute humanité. Ils veulent le faire passer pour un martyr. Le statut de sauveur aurait été meilleur. Lors de la visite du ministre à l'hôpital, Alex est encore utilisé comme un instrument. En plus d'avoir été un instrument médical, Alex devient un instrument politique. Bon, alors ça sera quoi, hein? Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes trois drogues, autrement dit Pierrot, Joe et Momo, vraiment Momo le Momo. Et on était assis au Korova Miklebar à se creuser le rasoudok pour savoir ce qu'on ferait de la soirée, une putain de soirée d'hiver, prank, noire et glaciale, mais sans eau. Le Korova Miklebar était un de ces mestos où l'on servait du lait gonflé. Et peut-être avez-vous oublié, oh mes frères, à quoi ressemblait ce genre de mesto? Tellement les choses changent zoom par les temps qui courent et tellement on a vite fait d'oublier, vu aussi qu'on ne lit plus guère les journaux. Bref, ce qu'on y vendait, c'était du lait gonflé à autre chose. Le Korova n'avait pas de licence pour la vente d'alcool, mais il n'existait pas encore de loi interdisant d'injecter de ces nouvelles vaches qu'on mettait à l'époque dans le moloko des familles, ce qui faisait qu'on pouvait le drinker avec de la vélocette, du Saint-Émesque ou du Metcat, ou une ou deux autres vaches, et s'offrir 15 gentilles minutes pépère, tsaribl, amiré, gogre et tous ces anges, et ses seins dans son soulier gauche, le mosgue plein à péter de lumière. Ou alors drinker du lait au couteau, comme on appelait ça, façon de s'affûter et de se mettre en forme pour une petite partie salingue de 20 contre 1. Et c'était justement ce qu'on drinkait le soir par où je commence cette histoire.